Électron Libre, une émission initiée par Claude Farc, aujourd'hui empêché, et animée par Paul-Marie Guinchard. Aujourd'hui, nous restons dans la suite de nos 4-5 émissions précédentes, à savoir toutes les problématiques environnementales tournant autour des matières plastiques. J'allais dire de la matière plastique. Non, ce sont des matières plastiques. On vient notamment de dire dans l'émission de la semaine dernière que nous en pouvions en isoler plus de 1800, je crois, recettes différentes des types de matières plastiques. Et donc, le sujet, c'est le plastique, c'est quoi, pourquoi faire, c'est cet ensemble-là qui effectivement nous préoccupe. Et donc, comme pour la semaine dernière, nous avons donc Christophe Bernard qui est avec nous aujourd'hui, qui a des compétences de par son activité. Est-ce que vous voulez vous représenter rapidement, Monsieur Bernard? Alors, je suis responsable d'une entreprise qui conçoit et réalise des installations de traitement de déchets, essentiellement des centres de tri, et on est basé à Beaune, en Bourgogne. Mmh. D'accord. Bien, vous dites Bourgogne, Beaune, en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, en Bourgogne. Attention, vous êtes en Franche-Comté ici. Il y a Besançon. Donc. C'est une vieille histoire. Nous partageons cette nouvelle région. Voilà, tout à fait. On va pas revenir sur quelques propos d'ancien maire de Dijon ou de nouveau maire. Je ne sais pas s'il est redevenu maire de Dijon. Je pense à M. Repsamen qui parlait de... le maire de Dijon. Il est toujours le maire de Dijon. Nous avons eu l'honneur de lui construire sa chaîne de tri. Ah d'accord, en plus. Donc, ce qui précise un petit peu le secteur à caractère industriel dans lequel vous œuvrez, et ce depuis quelques années. Alors, les matières plastiques, quelques chiffres quand même. Restons français, essayons de voir un petit peu ce que ça représente par rapport à ces déchets. Hein. Alors, si on... Pour éviter de parler de trop grands chiffres qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, on va essayer de raisonner par habitant. Vous n'aimez pas les tonnes ou les millions de tonnes ou les milliards de tonnes, si j'ai bien compris. Alors, on va essayer de ramener ça à chacun d'entre nous. Et donc, par individu en France, on produit environ autour de 600 kilos de déchets par an et par habitant. Donc, ce qui représente à peu près 10% de la quantité de déchets produites dans le pays. Le reste étant des déchets industriels divers et variés. Agricoles essentiellement, des sables de fonderie, des déchets spéciaux aussi, comme les déchets nucléaires, qui sont heureusement en très petite quantité, etc., etc. Oui, mais les déchets nucléaires, ils sont très très lourds. Oui, mais ils sont très très haute densité. Ils sont très toxiques et heureusement en relative très très faible quantité. Ouais. Donc sur ces 600 kilos de déchets ménagers, à peu près la moitié part en déchetterie. Donc c'est des déchets encombrants divers et variés. L'autre moitié peut être identifiée 2/3 de l'ordure ménagère, 1/3, un petit peu moins d'1/3 en fait, moins d'une centaine de kilos de la collecte sélective. Et dans cette collecte sélective, on va retrouver, espérons-le, le plus possible de nos plastiques à usage unique. Oui, donc ça donne une idée, on s'aperçoit que ça représente l'ordre de presque, pas tout à fait, mais presque 10%, quoi, à peu près Oui, c'est ça. Et c'est en augmentation. Donc la collecte sélective, les quantités de collecte sélective de bacs jaunes en France collectées augmentent, contrairement aux quantités d'ordures ménagères qui, elles, baissent. C'est progressif, c'est lent, mais c'est une tendance durable sur plusieurs années. Qui est observée depuis déjà pas mal de temps quand même. Oui. Donc le résultat, j'allais dire, à la fois des évolutions techniques, technologiques liées aux matériaux en tant que tels, mais aussi des politiques initiées par les collectivités qui ont la responsabilité d'organiser tout ça. Voilà, parce que les deux vont de pair. Par exemple, donc on a depuis peu généralisé la collecte dite étendue. Donc on a autorisé les fameux pots de yaourt, pots barquettes et films plastiques à mettre dans la collecte sélective. C'est relativement récent. Il a fallu modifier toutes les chaînes de tri en conséquence derrière pour séparer ces nouveaux matériaux. On en parlera un petit peu de cette efficacité, parce qu'effectivement, le commun des mortels que je suis peut se poser la question, mais comment on fait pour trier tout ça, quoi? Parce que c'est pas forcément quelque chose de simple de faire la différence entre tel type de matière et tel autre type de matière, d'une part. Et puis, il y a peut-être aussi des problèmes liés à la propreté, à l'hygiène, etc. et tout, qui peuvent être posés. Alors, sur ces un peu moins de 100 kilos par an et par habitant, donc, il faut quand même. Donc, si on multiplie par les 67 ou 68 millions d'habitants qu'il y a en France, ça fait quand même un beau tas. Faut déjà s'en rendre compte. Ce qui explique peut-être aussi la taille à la fois des camions, puis des centres de tri et des unités de traitement. En même temps, c'est des grosses usines. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter nos auditeurs à venir visiter, que ce soit à Besançon,
à Dijon, j'essaie de Lons-le-Saunier, tous les centres de tri, Lons-le-Saunier, et aussi le tout nouveau centre de tri du Smet en Saône-et-Loire, à venir visiter les centres de tri. Les centres de tri se visitent. Il y a des circuits de visite et ces circuits sont pédagogiques et on explique comment fonctionne le très tri pédagogique, je crois. Effectivement, je pense que beaucoup de gens découvrent effectivement ce que c'est et puis doivent peut-être adapter leurs gestes après en fonction de ce qu'ils ont vu, notamment à la fois par rapport au matériel qui est mis en œuvre, mais surtout par rapport aux gens aussi qui y travaillent, parce qu'il y a quand même du personnel. Et oui, parce que la première opération de tri, quand on trie des déchets, c'est les consommateurs, les usagers, qui décident de mettre tel ou tel objet dans leur poubelle d'ordures ménagères ou dans le bac jaune. Oui. Et c'est ce geste-là, la qualité de ce geste-là, qui va faire la qualité du travail qui va être fait derrière. C'est extrêmement important, effectivement. Quoi. Donc il y a chaque flux de bac jaune possède une certaine quantité d'indésirables et il faut la minimiser. Ça, c'est la pureté du bac jaune. Et aussi, il y a pas mal de produits qui devraient aller dans le bac jaune et qui finissent dans les ordures ménagères, et ça, c'est le taux de captation. Il faut jouer sur ces deux critères pour recycler un maximum d'emballages plastiques. Oui, on reviendra peut-être sur ces indésirables, effectivement, c'est quelque chose de Alors, dans les faits, ces matières plastiques, on va les trouver où quand même? Parce qu'il y a quand même des exemples qui... je ne sais pas, à mon avis, peuvent... on sait aujourd'hui que, par exemple, dans une voiture, il y a beaucoup de matières plastiques. Alors, la voiture, on ne la met pas dans la poubelle jaune. Alors non, dans la poubelle jaune, on va trouver... Le portable ou l'appareil électronique, le baladeur, comme on disait il y a quelques décennies, j'allais dire, maintenant ça passe tellement vite, on ne le met pas dans la poubelle. Alors la voiture, les déchets issus des voitures sont catégorisés, on appelle ça des VHU, véhicules hors d'usage. Il y a des filières de recyclage qui vont dépolluer d'abord les véhicules et ensuite séparer les différents matériaux pour laisser essentiellement la carcasse métallique et recycler l'acier de façon assez simple. L'acier, l'aluminium, qu'est-ce qui est présent dessus. Et sur les véhicules hors d'usage, il y a de plus en plus, dès la conception des voitures, des plastiques qui sont conçus pour être réutilisés derrière dans le circuit automobile. Donc c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Voilà, les constructeurs automobiles ont été des précurseurs dans le domaine. Donc sur les voitures, ça se passe plutôt bien. Oui. Si je reprends l'autre exemple que vous avez cité, c'est les déchets électriques et électroniques en fin de vie, donc les baladeurs et les téléphones portables. Là aussi, donc il y a des filières qui se sont mises en place pour démanteler ces objets, trier les matériaux et en recycler le plus possible. Dans le bac jaune, on va retrouver les fameux emballages à usage unique essentiellement. Et ils représentent combien ces emballages à usage unique dans le bac jaune ? En quantité ou en poids ou en volume, je ne sais pas. On est à. Alors, c'est l'essentiel ou c'est une partie? Alors, en seulement. volume, c'est l'essentiel, absolument. Les films plastiques et les bouteilles plastiques représentent beaucoup de volume et très peu de poids. Et je crois qu'il y a, par contre, en masse, c'est loin d'être l'essentiel. Je crois qu'il y a environ 65% alors non, pardon, c'est 65% de plastique qui sont recyclés ou qui finissent dans le bac jaune. Mais dans le bac jaune, on va avoir à peu près 20-25% du bac jaune qui va être constitué de matière plastique. Vous avez les mêmes chiffres que moi? Non, j'ai pas de chiffres précis, donc c'est parce que c'est toujours effectivement assez compliqué de. Le reste, ce sera du métal. Et des matières fibreuses, carton. Revues, journaux, magazines qu'on retrouve de moins en moins. De moins en moins, parce que normalement il y a une filière spécifique pour les journaux et magazines. Ça dépend. Alors on a ça dépend des types de collecte et des organisations. Dans certaines régions, la collecte est dite multimatériaux, c'est-à-dire qu'on met tout dans le bac jaune, les fibreux, les journaux, les plastiques et les métaux. Et dans d'autres régions, c'est séparé. Les journaux sont un point d'apport volontaire, par exemple, et les plastiques que les emballages carton sont dans le bac jaune. D'accord, ok. Donc, ce qui permet de voir déjà effectivement l'importance de ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que c'est le premier geste, c'est celui qui vient d'utiliser un emballage ou un produit quand il le met au bon endroit. Effectivement, c'est ça qui va garantir un des éléments de la qualité de la suite dans la filière de cette économie circulaire, si je comprends bien. Le tri et la mécanique derrière, aussi performant qu'il soit, ne pourra pas transformer un indésirable en matière recyclable. Si le mauvais objet est là, la machine de tri ne peut rien faire. Donc c'est effectivement essentiel de dire qu'effectivement c'est le geste initial dans le local à poubelle ou dans la cuisine chez soi ou dans sa salle de bain qui est fondamental pour la qualité du tri qu'il y a derrière. Absolument. Ça faut insister beaucoup par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut visiter les centres de tri pour comprendre comment ça fonctionne et mieux trier chez soi. En fait, un process de tri, on en parlera tout à l'heure,
les techniques de process de tri, c'est des process industriels aujourd'hui très sophistiqués, mais comme on en trouve partout ailleurs. Sauf que la particularité d'un process de tri, c'est que l'industriel ne maîtrise pas la matière qu'on lui livre. C'est les habitants qui vont décider si ils vont mettre tel ou tel produit dans le bac jaune. Et on trie ce qu'on a. Et malheureusement, pour m'être promené dans votre région, il y a beaucoup de chasseurs. Et bien, au début de la chasse, on trouve des têtes de sanglier sur les chaînes de tri. Ou des sapins de Noël à Noël, ou après Noël plutôt. Ouais. Et puis certains produits des têtes de sanglier. Oui. Alors, c'est C'est anecdotique, mais quand même. C'est anecdotique, mais on trouve des couches culottes, on trouve des déchets d'activités de soins, c'est-à-dire des DAS. Ouais, des dasseries, on a c'est ça. On trouve des produits toxiques qui sont pas censés être. Des pots de peinture, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et tout ça perturbe le bon fonctionnement de l'outil de tri derrière. Oui, on imagine un pot de peinture à moitié vide, donc à moitié plein, simplement dans le camion, qui comprime un peu les déchets pour arriver à... Il peut très bien exploser, puis il va polluer une grande partie de la cargaison qui est dans le camion. Oui, ou même pire, à l'intérieur du process ou dans la cabine de tri de contrôle qualité, on en parlera là aussi tout à l'heure, il y a des opérateurs qui contrôlent la qualité des machines derrière, et si à la chute d'un tapis à côté de la cabine de tri, l'opérateur a un produit toxique qui s'ouvre sur lui, ça peut être dangereux. Ah, effectivement. Oui. Il peut y avoir des piqûres pour les opérateurs de tri qui sont accidentellement piqués par des déchets d'activité de soins. Ouais, des seringues. Des seringues, avec tout ce qu'on imagine autour. Voilà, donc il faut visiter les chaînes de tri. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que les Français trient bien et ils trient d'autant mieux qu'ils sont bien informés. Donc il faut venir, il faut que les écoles viennent visiter les centres de tri, il faut que les familles viennent visiter les centres de tri. Les circuits de visite, c'est gratuit. Et c'est très très bien fait. J'essaie de réfléchir parce que bon, à mon âge, j'ai quand même un petit peu de recul et d'expérience par rapport à ça, qui plus est depuis avec mes 10 dernières années d'activité professionnelle. Je me souviens de m'être posé des questions sur la problématique de la communication. Je me souviens du Gugus, parce qu'on l'appelait comme ça, que le SIDOM du Jura, qui était précurseur quand même. Hein. Donc je pense qu'il faut le rappeler. On peut en parler avec Jacques Pélissard, que j'ai bien connu, et je le salue s'il entend cette émission. Petite ville qui va présenter en Suède la politique mise en œuvre sur la petite ville. Donc il a bien fallu dire, Lons-le-Saunier, c'est les 350 000 habitants du Jura, quoi. Donc ça fait un peu plus solide, mais c'était effectivement tout à fait précurseur. Il y avait eu une campagne de communication avec un Gugus qui expliquait, c'était des fiches toutes simples, quoi. Et je me pose la question, mais je n'ai jamais vu de film, alors que c'est très facile à faire aujourd'hui, qui décrivent ce que c'est un centre de tri, comment ça fonctionne, et avec une diffusion auprès du public. J'ai jamais vu ça. Alors, lorsque les collectivités se dotent d'un centre de tri moderne aujourd'hui, donc elles ont ce fameux circuit de visite pédagogique. Oui, alors ça c'est la visite, mais ça c'est un geste, faut y aller. Hein. Voilà, et elles ont aussi des outils pédagogiques qui sont transposables dans les écoles, par exemple, ou pour les personnes à mobilité réduite. Alors souvent les circuits de visite sont PMR, on peut faire venir des personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi des outils pédagogiques qui sont diffusés dans les écoles ou ailleurs. Il faut contacter la structure qui est responsable du tri. Et elle a des choses à diffuser, que ce soit sous forme de vidéos, de documents divers et variés. On va faire une pause et on reprendra derrière. Donc pour aujourd'hui, une pause musicale de Paume, les Séquoias. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 ah.
le silence, les faiblesses de ma voix, et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés, la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Ah, 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 ah. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Paul-Marie Guinchard. Le plastique, c'est fantastique, pas forcément tout le temps, mais enfin c'est une réalité, et cette réalité, il faut vraiment en tenir compte. Donc dans la première partie, là juste avant la pause musicale, on parle un petit peu de pédagogie par rapport à ça, et donc effectivement, Monsieur Bernal, vous parliez de l'importance de la pédagogie, et donc je faisais remarquer que aux heures de grande écoute sur une télé régionale, je n'avais jamais vu, mais je suis pas un téléspectateur fidèle, c'est même exceptionnel que je m'assoie devant la télévision, sauf pour un reportage sur Arte extrêmement intéressant. On n'a jamais vu de film, je sais pas, un reportage de 10 minutes qui aborde la problématique de l'économie circulaire spécifique au plastique en mettant en évidence la réalité des centres de tri. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis pas un grand utilisateur de la télévision non plus, donc nous sommes deux. je peux pas trop répondre là-dessus. En tout cas, ce que je sais, c'est que, et c'est une bonne nouvelle, c'est que quand on investit sur un territoire dans la pédagogie pour le tri s'améliore. Et les performances s'améliorent et les collectivités sont rémunérées au prorata des quantités de matières recyclées. Donc avec les éco-organismes. Les soutiens des éco-organismes dépendent non pas des matières qui rentrent sur le centre de tri, mais des matières qui sortent recyclées du centre de tri. Donc plus la qualité est bonne, plus les quantités de matières valorisables sont élevées, moins ça coûte cher à la collectivité. Et cette ressource financière de ces fameux éco-organismes, à une époque on parlait d'éco-emballage, ça a changé de nom, c'est devenu Citeo aujourd'hui. L'argent qu'ils redistribuent en fonction de critères d'efficacité dans le tri, il provient de quoi? C'est l'État? Alors non, les éco-organismes ont pour mission de collecter auprès des metteurs sur le marché, c'est-à-dire des distributeurs, des grandes sociétés de distribution, une taxe sur chaque emballage qui est mis sur le marché. Et cette taxe va être rendue à la collectivité qui va trier. C'est le principe pollueur-payeur de la loi de 1975. C'est pas la petite ligne qu'il y a sur une facture quand on achète un produit où il y a marqué éco, je sais pas quoi, et puis où il y a quelques centimes. C'est pas ça. Alors c'est avant. Si, c'est ça. Alors c'est l'éco-participation. Il y a des éco-organismes adaptés à chacune des filières de produits. Il y en a un pour les pneus, il y en a pour l'électroménager, pour le mobilier. Maintenant, il y a une nouvelle éco-organisme qui est en train d'apparaître pour le bâtiment. Et Citeo est l'éco-organisme qui s'occupe des emballages. Ah d'accord. Okay. Et alors pour Citeo, c'est pas en bas de la facture puisque de votre redevance, puisque c'est le metteur sur le marché qui paye. Et ça se retrouve avec le petit logo de la flèche du recyclage. De la flèche du recyclable. Que l'on trouve sur chaque emballage. Ce logo ne veut pas dire que l'emballage est recyclable, il veut dire que le metteur sur le marché a payé la taxe. Voilà une chose importante aussi à dire quand même. Hein. Effectivement, mais il y a de plus en plus d'emballages qui sont recyclables. Oui, effectivement, il y a l'autre volet, l'autre petit pictogramme avec une poubelle qui est montrée, où elle est croisée, ça, etc. Ça, c'est un
élément nouveau de la pédagogie qui est très utile. Regardez vos emballages, les instructions sont normalement dessus pour savoir dans quelle poubelle ils doivent finir. C'est une des difficultés sociologiques françaises. Et quand on a un nouvel appareil, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le mettre en marche tout de suite. On va surtout pas regarder le mode d'emploi. Ça, c'est typiquement français, je crois, effectivement. Donc, voilà. Donc, là, on a à peu près, je pense, bien cerné l'ensemble. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans la méthodologie. Comment fonctionne un centre de tri? Il y a des camions qui amènent le matériel, ils baignent sur une plateforme quelconque, et ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, un centre de tri, donc, effectivement, la vie du centre de tri commence au déchargement des camions de collecte qui ramassent nos bacs jaunes chez nous. Le premier outil du centre de tri, c'est une zone de stockage, parce que bien évidemment, les quantités produites ne sont pas forcément les quantités triées. Le centre de tri trie régulièrement, et la production, elle varie en fonction. Par exemple, on va consommer beaucoup plus de bouteilles d'eau lorsqu'il fait chaud que lorsqu'il fait froid. Oui. Donc, il faut une zone tampon de stockage, c'est l'aire de réception. Donc, c'est une aire de stockage avec beaucoup d'outils de protection incendie, parce qu'il y a des gros risques d'incendie sur ces matériaux, c'est des emballages. Ensuite, donc, on va alimenter le process du centre de tri. Alors, au départ, on va commencer par calibrer les déchets, c'est-à-dire qu'on va les trier par la taille. Les gros objets d'un côté, les moyens de l'autre, les petits de l'autre. On est déjà sur la chaîne. Là, on est sur la chaîne. Ça, c'est mécanique, c'est des machines, ça ressemble à des gros tambours de machine à laver. Alors, quand je dis gros tambours, c'est des tambours qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de diamètre et 15 mètres de long, dans lequel on met les déchets, et ils tombent dans des trous de taille plus ou moins importante, et ainsi on va classifier les déchets. On sait que les bouteilles plastiques, par exemple, se trouvent entre 80 et 150 mm. Donc on va déjà faire une première sélection. C'est un premier pré-tri. Voilà, c'est un premier pré-tri mécanique. La deuxième étape, que l'on va trouver à peu près sur tous les centres de tri, c'est ce que l'on appelle le tri morphologique, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les caractéristiques de la matière, on va mettre en vibration les déchets, et en fait, tout ce qui est bouteille plastique qui est assez élastique, qui réagit, va rebondir, et tout ce qui est fibreux, papier, emballage, carton va plutôt adhérer, et donc on va avoir d'un côté plutôt, alors c'est très grossier, plutôt les cartons, et de l'autre côté plutôt les plastiques. C'est un deuxième critère de tri qui se situe. Il y a un système, on fait de l'air, un courant d'air qui... Alors, c'est un peu plus tard, ça. Là c'est des vibrations. On secoue les déchets. Voilà, ils se séparent. Sur un pan incliné, et il y en a qui tombent et il y en a qui montent. En fait. C'est là aussi, encore une fois, venez visiter, vous verrez, c'est très, très amusant à voir. Et après, on va aller dans une phase de tri beaucoup plus fine. Là, on va passer sur des machines que l'on appelle des tri optiques. Les traits optiques, c'est des tapis avec des systèmes de scanners et de caméras, pour simplifier un petit peu tout ça, qui vont reconnaître les objets et les éjecter en fonction de leur composition. On l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs qualités de plastique. Sur un centre de tri, en gros, il y a 5 à 8 qualités de plastique, selon qu'on fait du tri simplifié ou du tri poussé sur le centre de tri. Et ces plastiques, donc, vont être éjectés pour aller pour être ensuite envoyés vers les filières plus tard. Et là, ça, c'est des machines de tri optique qui font ça, et qui vont très très vite, qui reconnaissent les objets et qui les soufflent en fonction de leur composition dans différents canaux. Une fois qu'on a fait tout ce travail, les flux triés par les machines, alors je passe les détails, il y a des aimants par exemple pour les aciers, et d'autres matériaux pour l'aluminium. Une fois ce travail effectué, on va arriver dans une cabine de tri. Donc c'est une cabine qui est insonorisée, qui est ventilée pour que les opérateurs soient dans de bonnes conditions. Là, la main de l'homme arrive. Là. Voilà, et là, les opérateurs vont se consacrer exclusivement à du contrôle qualité, c'est-à-dire qu'ils ne trient pas à proprement parler les produits, ils ne font que sortir les erreurs de tri. Et c'est là où on va retrouver tous ces produits un petit peu délicats, tels que les seringues, les têtes de sanglier, etc., qui peuvent être désagréables, voire dangereux pour les opérateurs qui font ce contrôle qualité. Des bouteilles ? Du verre il peut y avoir alors le verre en général, on enlève les fines avant. Je suis passé très vite sur le process, mais comme on crible les fines, le verre il casse et il va disparaître dans les fines. Vous n'avez pas parlé des boîtes de conserve? Les boîtes de conserve. Ou les barquettes en aluminium? Alors les boîtes de conserve, c'est des aimants qui vont elles sont souvent en acier, donc c'est les aimants qui vont les attirer et les séparer. Et ça passe même pas en cabine de tri. Parce que d'ailleurs c'est très coupant, et la machine arrive toute seule à faire le taux de pureté. Mais par exemple, un tri optique alors ils sont de plus en plus intelligents, mais ils sont quand même beaucoup plus bêtes que nous, les humains. Mettez des guillemets à ce terme. Ils vont bien sûr, à une intelligence toute relative. Ils vont détecter, par exemple, si on a une chaussure dont la semelle est de la même matière qu'une bouteille, pour eux c'est une bouteille. Et alors que l'opérateur, lui, va voir que c'est une chaussure, il va la retirer à la main. Donc en fait, on a ces fameux critères d'exclusion sur les tri optiques. Les tri optiques ne voient pas tout, mais ils voient de plus en plus de choses. Et ils sont de plus en plus ce qui fait que ce sont les opérateurs qui font, je dirais, qui assurent cette qualité finale du tri.
tri en retirant des éléments qui... Les opérateurs de tri qu'on appelle des valoristes donc sont des personnes, sont des experts en fait de la qualité du produit qu'on leur a demandé de contrôler et qui vont amener ce produit au taux de pureté qui correspond à la filière aval de recyclage, c'est-à-dire à l'unité de recyclage dont on a parlé à la dernière émission. Oui, d'accord. Voilà. Et enfin, pour terminer, tout ça part ensuite vers un système de conditionnement. On va compresser les matériaux individuellement par balle pour les transporter à moindre coût ensuite vers les filières. Après, on met ça sur des camions, puis on les emmène dans les filières. Et vous avez tous vu certainement ces camions de balles de carton, de plastique, de métal qui circulent. Quand on circule sur l'autoroute, sur les routes nationales, effectivement. Voilà. Et voilà, se termine ainsi la vie du centre de tri. Et puis, les grandes évolutions, là, parce que vous avez utilisé le terme d'intelligence, même si ces machines sont moins intelligentes que nous, le terme intelligence est un terme d'une ambiguïté terrible par rapport à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a un ouvrage d'une philosophe qui est sortie et qui s'appelle la problématique de la bêtise artificielle, qui est effectivement un contre-coup par rapport à, effectivement, on met ça à toutes les sauces. Mais quelles sont les grandes tendances? Parce que dans les faits, est-ce que compte tenu de la variété des matières plastiques qui sont utilisées dans les emballages, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre une bouteille d'eau, un récipient dans lequel il y avait je sais pas quoi, moi, un produit de nettoyage de la vaisselle ou des éléments de ce type, des films plastiques, les barquettes, il y en a des noirs, il y en a des bleus, il y en a qui sont translucides, etc. Est-ce qu'il y a des grandes tendances d'évolution qu'on voit aujourd'hui grâce aux automatismes? Parce que ce sont des automatismes, ce sont des algorithmes qui vont chercher... C'est même un automatisme basique, je dirais, à la limite, d'un point de vue de l'électronique qui est derrière. Alors effectivement, les matières premières, et là je parle des emballages, elles évoluent. Pourquoi elles évoluent, les matières premières? Parce que le marketing est très exigeant. En fait, si vous développez une nouvelle matière qui va je sais pas, attirer plus l'œil du consommateur, il va acheter ce shampoing plutôt qu'un autre. Ouais. Donc on a toujours des nouvelles matières qui apparaissent et il faut s'assurer que le process derrière va les trier. La grosse tendance, la grosse révolution dans les centres de tri, ça a été les trioptiques, ces fameuses machines qui arrivent à reconnaître la matière et la souffler à la place des opérateurs, où un opérateur est limité à 1500, 2000 gestes à l'heure en fonction des produits qu'il doit trier, et les machines font des milliers de tonnes par heure, donc, des dizaines de tonnes par heure, donc elles multiplient la capacité humaine de façon incroyable, mais elles n'ont pas cette pertinence humaine. Et alors la tendance future, c'est cette fameuse IA, cette fameuse intelligence artificielle qui commence à arriver dans ces machines et qui commence à détecter la différence entre une bouteille plastique et une chaussure malgré que la matière soit la même, et qui commence à se dire là j'ai reconnu la forme d'une bouteille plutôt que la forme d'une chaussure. Oui, quand on voit le fonctionnement des reconnaissances visuelles sur les portables ou autres, effectivement, il y a des possibilités. Mais là, un centre de tri devra toujours s'adapter à des compositions de gisements qui vont elles-mêmes toujours évoluer en fonction du marketing des metteurs sur le marché. Passionnant métier que vous faites, finalement. On a beaucoup de travail, oui. Et d'ailleurs, on est toujours en recrutement. Si des gens sont tout à fait. Ça, oui. On a quelques postes ouverts. D'accord. Et c'est un métier passionnant. Et c'est un métier aussi, je pense, où vous êtes sûr d'avoir du boulot jusqu'à la fin de votre vie si vous venez travailler avec nous. Bien, le recyclage, c'est on va utiliser ces quelques mots-là de conclusion. Merci beaucoup à vous. Et puis j'espère que les auditeurs apprécieront vos propos et les éléments que vous nous avez apportés par rapport à cette problématique assez complexe qu'est le plastique. Merci beaucoup. Merci à vous.